Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Un Jacques-Olivier Boudon dire Brumaire. La prise de pouvoir de Bonaparte. 2 Jean Tullard, La province au temps de Napoléon. Conférence de l'EPHE établie par Jean Tabeur. 3 Jacques-Olivier Boudon dire Armée, guerre et société à l'époque napoléonienne. 4 Jacques-Olivier Boudon dire Le Concordat et le retour de la paix religieuse. 5 Andrej Pike, Les souvenirs du vieux Slovène. En Russie avec la Grande Armée. Recueilli et mis en forme par Josip Jušić, traduit du slovène et présenté par Alain Jetchich. 6 Franz Witter, Les provinces illyriennes. 5 études. Édition conçue et préparée par Alain Jetchich. 7 Souvenirs du Mamluk Ali sur la campagne de Russie en 1812. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 8 Théodore von Papet, Journal de ma campagne de Russie. Traduit par Annette et Dietmar Eusler. Présenté et annoté par Alain Chappet. 9 Jacques-Olivier Boudon dire Police et gendarmerie dans l'Empire napoléonien. 10 Un député à travers la Révolution et l'Empire. Journal de François-Jérôme Riffard Saint-Martin. 1744 à 1814. Introduction. Édition et notes par Jacques-Olivier Boudon. 11 Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon et les femmes. 12 Jacques-Olivier Boudon dire Napoléon Ier Napoléon III bâtisseur. 13 Souvenirs en bonne partie inédits du Mamluk Ali. 1813 à 1815. Manuscrit déchiffré, établi, présenté et annoté par Jacques Jourquin. 14 Jacques-Olivier Boudon dire Les provinces illyriennes dans l'Europe napoléonienne. 1809 à 1813. 15 Jacques-Olivier Boudon dire Sous l'empire de Joséphine. 16 Jacques-Olivier Boudon, Rémy M. de la Côte dire La crise concordataire. Catholiques français et italiens entre Pie VII et Napoléon. 1808 à 1814. 17 Jacques-Olivier Boudon dire La cour sous le Premier et le Second Empire. 18 Jacques-Olivier Boudon dire La marine sous le Premier et le Second Empire. 19 Jacques-Olivier Boudon dire Le choc des empires. France et Russie. 1798 à 1870. 20 Jacques-Olivier Boudon dire Bonaparte et l'Orient. L'expédition d'Égypte. 1798 à 1799. 21 Jacques-Olivier Boudon dire Artiste et écrivain sous le Premier et le Second Empire. 22 Jacques-Olivier Boudon, Le maréchal Marmont. D'un empire à l'autre. Illustration de couverture. Apothéose de Napoléon, détail. D'après une estampe de Dopté à Paris, Sésostris et César conservés au Musée national des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau, MM 58312, entre 1830 et 1866. 1834 Dépôt légal. H 41,7 cm, L 63,6 cm feuille, H 30,9 cm, L 54,1 cm bois. Copyright Musée de l'Image, Ville d'Épinal, Cliché-H Rouillé. Sous la direction de Jacques-Olivier Boudon. La légende napoléonienne. 23e volume de la collection de l'Institut Napoléon. Avec le concours de la ville de Rueil-Malmaison. SPM Paris 2022. Les auteurs. Jacques-Olivier Boudon, ancien élève de l'École normale supérieure, et professeur d'histoire de la Révolution et de l'Empire à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université et président de l'Institut Napoléon. Il est à ce titre chargé depuis 2012 du colloque annuel organisé par la ville de Rueil-Malmaison, dans le cadre du label Ville impériale. Il vient de publier « Il voulait tuer Napoléon. Attentat, conspiration et complot, Talendier 2022. » Stéphane Calvet, docteur en histoire, professeur de lycée et chargé de conférences à Sciences Po Paris, campus de Poitiers. Il est l'auteur d'une thèse sur les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle, d'une étude sur Leipzig et d'une biographie de Cambronne. Il vient de contribuer à la Grande Armée. Mythes et légendes, Perrin 2022. David Chanteran, journaliste, historien et historien de l'art, diplômé de l'Université Paris-Sorbonne, administrateur de l'Institut Napoléon,
est rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier, revue du souvenir napoléonien, ainsi que d'autres publications d'histoire. Il est directeur des sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Bernard Chevalier, historien de l'art et conservateur général honoraire du patrimoine, spécialiste de mobilier et d'objets d'art, Premier Empire, ancien directeur du musée de Malmaison, demeure de Joséphine dans les Hauts-de-Seine, de Bois-Préau et des musées napoléoniens. Il a été l'un des commissaires de l'exposition Napoléon à la Villette en 2021. Alain-Jacques Czouztornare, ancien chargé de cours en histoire moderne à l'Université de Fribourg, collabore avec plusieurs médias européens dont Arte, la radio-télévision suisse et Radio Fribourg où il anime l'émission C'est une autre histoire. Gilles Malandin, ancien élève de l'École normale supérieure et professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et membre du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, CHCSC. L'ouvrage tiré de son HDR, Les Chants patriotiques. Visiter les sites de guerre dans l'Europe du XIXe siècle, paraîtra prochainement. Nathalie Pigault, historienne de formation Sorbonne Paris IV, est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a publié Les Faux Napoléons, édition du CNRS 2018. Marie-Pierre Ray, professeure d'histoire de la Russie et de l'Union soviétique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directrice du Centre de recherche en histoire des Slaves. Elle vient de publier le premier des chefs, L'exceptionnel destin d'Antonin Carême, Flammarion, 2021. Jean Tullard, professeur émérite à Sorbonne Université, membre de l'Institut, est l'auteur d'une œuvre considérable sur la Révolution, le Premier et le Second Empire. Il vient de publier Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte, Buchet-Chastel, 2021. Charles-Éloi Vial, archiviste paléographe, docteur habilité en histoire, est secrétaire général de l'Institut Napoléon et conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Il vient de publier Le siècle des chutes, Abdication et déchéance 1814 à 1870, Perrin 2022. Laetitia De Witt, docteur en histoire de l'Université Paris-Sorbonne, est l'auteur d'une biographie sur le prince Victor Napoléon parue chez Fayard et vient de publier chez Talandier-L'Aiglon. Le rêve brisé de Napoléon, Grand Prix de la Fondation Napoléon 2020. Elle est vice-présidente de l'Institut Napoléon. Ahmed Youssef est un historien égyptien de renommée internationale. Ses ouvrages sur les relations France-monde arabe, l'Orient de Jacques Chirac, le conflit israélo-arabe, Bonaparte et Mahomet, Juifs et chrétiens dans la cour de Mahomet, etc., sont traduits en plusieurs langues. Il a traduit, entre autres, le monumental volume de la correspondance de Bonaparte en Égypte publié par la Fondation Napoléon et le Conciliacum Egyptiacum de Leibniz. Ahmed Youssef est aujourd'hui directeur exécutif du Centre des études du Moyen-Orient à Paris et membre de l'Institut d'Égypte. Introduction. Par Jacques-Olivier Boudon. Vivant il a manqué le monde, mort il le possède. Cette célèbre phrase de Chateaubriand, extraite des Mémoires d'Outre-Tombe, résume la manière dont au lendemain de sa disparition, les contemporains de Napoléon prirent conscience du phénomène exceptionnel qu'avait incarné l'empereur déchu. Que ces mots soient écrits par l'un de ses plus farouches adversaires, auteur en 1814 de Bonaparte et des Bourbons, pamphlet qui contribue à la légende noire de Napoléon, ne leur en donne que plus de valeur. Il contribue à forger le mythe d'un Napoléon, devenu universel. Car dans la construction d'un mythe, les aspects négatifs et laudatifs comptent tout autant. À leur corps défendant, les détracteurs de Napoléon ont aussi contribué à forger sa légende. Au lendemain des 100 jours, toute forme d'adhésion à l'empereur déchu est traquée par la police qui signale les propos séditieux proférés en hommage à Napoléon comme les artisans fabriquant pipes, mouchoirs, foulards ou autres objets à son effigie. Les conspirations fomentées contre la Restauration, dans lesquelles les nostalgiques de l'Empire ont une place de choix, sont déjouées. 4 sergents arrêtés à La Rochelle pour avoir participé à un projet de soulèvement sont décapités en place de Grève à Paris, un peu plus d'1 an après la mort de Napoléon. L'ombre de l'empereur continue pourtant de planer sur l'Europe. L'annonce de sa mort, survenue le 5 mai 1821 à Sainte-Hélène, sidère l'opinion. Ses partisans qui ont vécu dans l'idée qu'il était immortel refusent d'y croire.
Certains iront jusqu'à déclarer l'avoir croisé. De faux Napoléon alimentent cette veine christique. Napoléon empereur s'est mis en scène comme un dieu vivant, à l'image d'un empereur romain. Dès lors, pourquoi ne pas croire en sa résurrection en un siècle où les nostalgiques de la monarchie d'Ancien Régime croient en la survie de Louis XVII? Mais comme le souligne Chateaubriand, Napoléon n'a jamais été aussi vivant que depuis qu'il est mort. De son vivant, Napoléon avait commencé à façonner sa légende, obnubilé par l'idée de laisser une trace dans l'histoire. Dès la première campagne d'Italie, il multiplie par l'écrit comme par l'image le récit de ses exploits. Devenu empereur, il amplifie cette exaltation de ses actions en les relatant dans les bulletins de la Grande Armée, largement diffusés, en les inscrivant dans la pierre. Il commande ainsi l'érection de la colonne Vendôme et la construction de l'arc de triomphe du Carrousel, pour exalter la campagne victorieuse de 1805. Les tableaux, relayés par la lithographie et transposés en images d'Épinal, font aussi connaître les grandes heures de son règne, du sacre aux victoires qu'il a remportées. Conscient de l'implacable nécessité de laisser une trace, Napoléon annonce aux soldats auxquels il fait ses adieux à Fontainebleau : « Je veux écrire les grandes choses que nous avons faites ensemble. » Inlassablement à Sainte-Hélène, il se raconte, relie ses exploits, cherche à comprendre pourquoi l'Espagne lui a résisté, pourquoi le général Hivert a détruit son armée en Russie. Il trouve en Lacaze un habile interprète de sa pensée qui saura dans le mémorial de Sainte-Hélène mêler les détails de son quotidien sur l'île et les principaux épisodes de sa vie, laissant apparaître un empereur plus libéral qu'il ne le fut jamais, voire le précurseur d'une Europe unifiée. Publié en 1823, le mémorial libère la parole. Les proches de l'empereur prennent la plume et racontent. Le barrage érigé par la monarchie restaurée se fissure. Mais la légende de Napoléon ne se serait jamais construite sans le ralliement à sa cause de ses adversaires d'hier. Lamartine ne peut s'empêcher de reconnaître qu'à l'instar du Christ, il a inscrit son nom pour l'éternité dans l'histoire de l'humanité. Vigny, qui se désole dans une armée qui a déserté l'idéal de victoire, fait le parallèle entre Napoléon et Moïse. Victor Hugo, fils d'un général de l'Empire, exalte la colonne de Vendôme. De Stendhal à Balzac, les romanciers mettent Napoléon au cœur de leur œuvre. De l'Italie à la Russie, par la Suisse et l'Allemagne, l'écho de sa mort est incommensurable. La postérité de Napoléon ne serait rien sans la participation à sa légende des soldats de son armée. Près de 1,5 million soldats regagnent leur foyer après l'abdication de Napoléon. Parmi eux figurent des mutilés, des blessés graves, rapidement emportés et qui ne témoigneront pas. L'armée a recruté dans tous les territoires, même les plus éloignés. Dans chaque canton, voire dans chaque commune, un ancien de la Grande Armée est prêt à raconter ce qu'il a vécu, en des récits qui au fil des ans magnifient les actions accomplies et minorent les difficultés rencontrées. Napoléon permet à beaucoup de feuilleter leur album de souvenirs et de se remémorer une jeunesse heureuse, faite de découvertes et de rencontres. En mettant en scène, dans Le médecin de campagne, Gogla, soldat des armées napoléoniennes racontant ses aventures, Balzac démontre de façon puissante l'influence du passage par les armées napoléoniennes sur la construction de la légende. Statistiquement, les survivants sont les plus jeunes et probablement ceux qui ont le moins combattu, mais au moment de raconter son expérience, toutes les digressions sont permises, d'autant que les écrits relatifs aux campagnes de Napoléon abondent désormais. Si le peu d'écho recueilli par les appels au roi de Rome montre la faible emprise du bonapartisme en France, entendu comme volonté de restaurer le trône impérial, en revanche le souvenir de l'Empire comme souvenir de grandeur de la France est présent dans les esprits. La monarchie de Juillet en prend rapidement la mesure en réintégrant dans l'armée comme dans la fonction publique, nombre d'anciens serviteurs de l'Empire. Elle assume aussi cette mission commémorative en restituant une statue de Napoléon à la colonne Vendôme en 1833, en inaugurant l'Arc de Triomphe de l'Étoile en 1836 ou l'année suivante le Musée de l'Histoire de France à Versailles qui fait une large place aux guerres de l'Empire.
Mais l'apothéose reste à venir avec la mise en scène du retour des cendres de l'empereur en 1840, dans un contexte de crise diplomatique en Europe, à propos de l'Égypte, qui réactive une vague d'anglophobie dans le pays. La foule massée sur le parcours du cercueil est innombrable le 15 décembre. Et pourtant le régime de Juillet doit alors faire face à la tentative de coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte à Boulogne. Aux élections du 10 décembre 1848, le nom de Bonaparte fait mouche. Inconnu en France un an plus tôt, sans expérience, mais bon connaisseur de plusieurs pays européens et de leur langue, Louis-Napoléon Bonaparte est l'incarnation de la légende napoléonienne en action. Devenu empereur, il se sert à ses débuts de l'héritage de son oncle, de même qu'il associe les derniers serviteurs de l'Empire à son pouvoir et crée en 1857 la médaille de Sainte-Hélène pour honorer les derniers grognards. Mais la volonté de se détacher de cette ombre tutélaire est la plus forte. La cérémonie d'inauguration du tombeau de Napoléon aux Invalides en 1861 n'est guère entourée de publicité. Le centenaire de sa mort en 1869 est modestement fêté, Napoléon III laissant l'impératrice et le prince impérial faire seuls le voyage de Corse. Cette prise de distance qu'opèrent aussi les détracteurs du régime, à commencer par Victor Hugo opposant Napoléon le Petit à son oncle, sert en définitive Napoléon qui évite d'être entraîné en 1870 dans l'abîme où plonge son neveu. D'un coup d'État à l'autre, l'image du fossoyeur de la Révolution s'impose pourtant chez les républicains, à l'image de Pierre Larousse. Mais ils ne peuvent ignorer la valeur du chef militaire à l'heure où se prépare la revanche contre l'Allemagne. En 1921, au sortir de la Grande Guerre, une forme de réconciliation s'impose autour de son tombeau. En 1969, c'est le précurseur de l'Europe unie que met en avant Georges Pompidou. Toujours controversé, Napoléon reste l'une des figures historiques les plus populaires en France, mais aussi dans le monde. Aujourd'hui, si sa gloire militaire et son irrésistible ascension continuent de fasciner, c'est l'œuvre qu'il a bâtie et dont la France conserve l'héritage qui est d'abord porté à son crédit. Les textes proposés dans ce volume sont issus d'un colloque qui s'est tenu le 30 novembre 2021. L'initiative en revient à la mairie de Rueil-Malmaison qui s'est chargée de toute l'organisation matérielle d'une manifestation qui s'est désormais inscrite dans le paysage scientifique. C'est en effet le 10e colloque organisé dans le cadre de Rueil Ville Impériale. Les actes des précédents colloques ont été publiés dans la même collection. L'Institut Napoléon a de son côté pris en charge l'organisation scientifique de ce colloque, qui s'est déroulé à la médiathèque Jacques Baumel. Il m'est agréable de remercier tous ceux qui, à commencer par le maire de Rueil-Malmaison, Patrick Ollier, ont contribué au succès de cette manifestation, M. Philippe Trottin, adjoint au tourisme et à l'événementiel, Mme Valérie Cordon, adjointe aux affaires culturelles, Hélène Ledemay et toute l'équipe de la médiathèque. Près de 200 auditeurs ont suivi les débats suscités par ce colloque. Il est à souhaiter que plusieurs centaines d'autres prendront connaissance des actes aujourd'hui proposés, qui sont aussi une invitation à approfondir les recherches consacrées aux deux empires. Paris, septembre 2022. Les fondements de la légende napoléonienne. Par Jacques-Olivier Boudon. Je vais dans ma retraite substituer la plume à l'épée. C'est par ces mots que Napoléon annonce à Joséphine, dans la dernière lettre qu'il lui adresse avant son départ pour l'île d'Elbe, son intention d'écrire sa propre histoire. Mais déjà à cette date, alors qu'il vient d'abdiquer, il a été le metteur en scène des grands moments de son épopée. Les noms de Rivoli, Arcole, des Pyramides, d'Austerlitz, Iéna ou Wagram sont devenus des sons aux oreilles des contemporains. Ils sont déjà inscrits avec d'autres dans un récit épique qui prélude à la légende et va l'enrichir. Par l'écrit et par l'image. Dès la première campagne d'Italie, Napoléon Bonaparte a compris l'importance de faire connaître les exploits qu'il a accomplis en créant des journaux, tels le Courrier de l'armée d'Italie ou la France vue de l'armée d'Italie. Le contexte de leur création, à l'été 1797, est marqué par le sursaut royaliste aux élections du printemps qui fait craindre une prise de pouvoir de leur part, mais aussi sur le terrain international par les hésitations de l'Autriche à parachever le processus de paix enclenché par les préliminaires de Léoben en avril 1797. Il s'agit de mettre en scène un Bonaparte non seulement chef de guerre victorieux, mais aussi diplomate chevronné.
Le courrier de l'armée d'Italie paraît à partir du 3 Thermidor an 5, 16 juillet 1797. Sa rédaction a été confiée à Julien de la Drôme, l'aîné des deux fils du conventionnel. Il affiche un puissant attachement républicain, le premier numéro débutant par le récit de la fête du 14 juillet à Milan, au cours de laquelle Bonaparte a prononcé un discours très politique, menaçant de venir au secours du Directoire si la menace royaliste se précisait. 2 semaines plus tard, paraît le premier numéro de la France vue de l'armée d'Italie, le 16 Thermidor an 5, 3 août 1797. La rédaction en a été confiée à Regnault de Saint-Jean d'Angely, venu en Italie pour occuper la place d'administrateur des hôpitaux. Il assure la rédaction des 6 premiers numéros. D'emblée, le ton est donné à Paris comme en France, l'orgueil national célébra les victoires de l'armée d'Italie avec enthousiasme, avec ivresse et on ne savait ce qu'on devait admirer le plus du nombre et de l'éclat des triomphes ou de la modération avec laquelle le vainqueur en avait usé. Ces 2 journaux forgent alors la stature d'un Napoléon Bonaparte homme d'État, qui a transcendé le général en chef. Au cours de la campagne d'Égypte, c'est le volet scientifique qui est privilégié, les travaux de l'Institut d'Égypte étant relayés par la décade égyptienne, puis repris pour partie par la décade philosophique. Bonaparte s'est aussi évertué à faire circuler en France la nouvelle de ses victoires, à commencer par celle des Pyramides, mais il occulte ses défaites, notamment l'échec de l'expédition de Syrie. Il peut ainsi rentrer en Europe, fort des victoires remportées aux portes du Caire, puis à Aboukir, avant de mettre en valeur l'œuvre scientifique d'une expédition qui s'est poursuivie après son départ, dans une magistrale description de l'Égypte qui paraît à partir de 1809 et contribue à valoriser son œuvre. Dès les débuts de la campagne d'Italie, Bonaparte s'est adressé à ses troupes, pour les galvaniser, mais aussi pour faire passer des messages destinés à inscrire son épopée dans le marbre. Sa première allocution a été réécrite après coup, mais elle est restée dans les mémoires, car elle manifeste le contraste entre l'armée dépenaillée qu'aurait pris en charge Bonaparte et les troupes conduites à la victoire quelques jours plus tard. Soldats, vous êtes nus, mal nourris. Le gouvernement vous doit beaucoup, il ne peut rien vous donner. Je veux vous conduire dans plus fertiles plaines du monde. De riches provinces, de grandes villes seront en votre pouvoir. Implicitement, le général en chef se substitue au gouvernement jugé impuissant et promet des richesses, tirées d'inévitables pillages. Puis dans les proclamations suivantes, tout en encourageant ses soldats à partir au combat, Bonaparte s'emploie à inscrire son action dans l'histoire, se référant tout d'abord aux grands modèles de l'Antiquité que sont Alexandre ou César, puis rappelant à ses troupes les victoires remportées ensemble, lesquelles ne cessent de s'accumuler, de Lodi à la Moskova, en passant par Austerlitz qui demeure la référence absolue, Iéna, Friedland ou Wagram. C'est une manière pour Napoléon de légitimer son pouvoir par le succès des armes. Or ces discours ont été entendus, et nombre d'acteurs de l'épopée y font ensuite référence dans leurs mémoires. L'image relaie l'imprimé. Les peintres saisissent les traits du jeune général en chef. Les sculpteurs parviennent à obtenir, non sans mal, qu'il pose pour eux. Cheracci commence alors une statue qu'il ne peut achever, et qui le sera par laboureur après son exécution pour conspiration en 1801. Il est l'un acteur de la conspiration des poignards. En Italie, Bonaparte est entouré d'artistes qui ont compris qu'ils avaient face à eux le héros moderne. La gravure permet de diffuser les principaux tableaux de l'époque, tandis que la manufacture de Sèvres multiplie les bustes en biscuits et médaillons à l'image du général en chef, à partir du printemps 1798, le modèle étant fourni par la statue de Louis-Simon Boiseau. Le buste de Napoléon entre dès lors dans le moindre salon de la bourgeoisie française. À partir de l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, la propagande en faveur de ses actions s'intensifie. Sur le plan militaire, ces victoires sont saluées par des bulletins qui prennent à partir de 1805 le nom de bulletins de la Grande Armée. Dictés ou inspirés par Napoléon lui-même, ils donnent de la bataille l'image d'un chef de guerre omnipotent et omniscient. Affichés à la porte des mairies, lus à la fin de la messe ou publiés dans la presse, les bulletins de victoire sont omniprésents. Personne n'est dupe de leur véracité. Menteur comme un bulletin, peut-on entendre alors, mais s'ils viennent à manquer, comme lors de la campagne de Russie, tout un chacun s'inquiète. Dès l'Empire, ils inspirent les peintres chargés d'illustrer telle ou telle bataille. Après la chute de Napoléon,
Réunis en volume, ils seront largement utilisés par historiens et mémorialistes soucieux de replonger dans l'ambiance des campagnes napoléoniennes. On a coutume de souligner que les grands écrivains du temps n'ont guère contribué à exalter son image, ce qui n'est que partiellement vrai si l'on songe que les mémoires d'outre-tombe effacent largement de Bonaparte et des Bourbons de Chateaubriand, et que les 10 années d'exil de Germaine de Staël, aussi critiques soient-ils, ne peuvent passer sous silence l'influence qu'eut Napoléon sur la société de son temps. Il ne faudrait pas non plus oublier la foule des écrivains, poètes ou simples plumitifs qui ont prononcé ou publié des éloges en vers ou en prose, des poèmes en tout genre, sans parler des romans d'anticipation. Les œuvres de propagande se multiplient. Peintres et sculpteurs répondent aux commandes de l'État, et magnifient les actions du héros tout autant que sa personne. En 1800, Bonaparte rencontre David qui avait été le grand ordonnateur des fêtes révolutionnaires jusqu'en 1794, et qui, après avoir échappé à l'épuration frappant les montagnards, était resté en retrait de la vie politique. Bonaparte lui offre l'occasion de faire son retour sur le devant de la scène. David devient le peintre officiel de l'épopée napoléonienne, décrivant tour à tour les faits militaires illustres et les grandes pages de l'histoire du règne. De Bonaparte au col du Grand Saint-Bernard à Léonidas aux Thermopyles, en passant par le couronnement, présenté au salon de 1808, David s'impose comme le maître de la peinture officielle. Ses élèves, Gros, Girodet et Gérard, s'adonnent eux aussi à la peinture des grandes heures du régime, sans oublier de brosser le portrait des grandes figures du règne, en particulier les membres de la famille impériale dont Gérard se fait une spécialité. La production picturale ne se cantonne pas à l'exaltation de l'Empire, mais les commandes officielles aidant, elle y consacre une large part, diffusant à travers l'Europe entière, par le biais de copies des tableaux originaux et des lithographies, l'image d'un règne prospère et d'un souverain tout-puissant. Le salon, organisé tous les 2 ans à partir de 1800, est la vitrine de l'art contemporain. Les principaux artistes du temps, peintres et sculpteurs, y exposent leurs œuvres, tableaux de commande, mais surtout toiles qu'ils espèrent vendre à des acheteurs privés ou à de hauts dignitaires de l'Empire. À son apogée, en 1812, le salon propose plus de 1000 toiles dues au pinceau de 409 peintres différents. Nommé le 19 novembre 1802 directeur général des musées, Vivant Denon, qui avait accompagné Bonaparte en Égypte, règne désormais sur le salon, organisé au Louvre, mais aussi sur le musée Napoléon où sont exposées toutes les œuvres saisies à travers l'Europe, ce qui le transforme en l'une des plus somptueuses collections de tableaux du monde. Sous l'Empire, les musées sont rattachés directement à la maison de l'empereur, signe de la place que Napoléon accorde aux arts dans la glorification de sa personne, mais aussi de ses actions militaires, faisant de la peinture d'histoire contemporaine une des novations des premières années du XIXe siècle. Avec l'Empire, la figure peinte de Napoléon se transforme. Le jeune et ardent général, échevelé, laisse la place à un homme plus mûr arborant une coiffure à la Titus qui le fait ressembler aux empereurs romains. Sur le champ de bataille, il garde une position centrale, mais on ne le voit plus les armes à la main. Il impose l'image du souverain, par les portraits qui le montrent dans les habits du sacre, par exemple le tableau de Gérard, Napoléon Ier, dans lequel l'empereur apparaît calme et serein, muni de tous les attributs du pouvoir. Cette image du souverain est également magnifiée dans les descriptions d'entrées dans les villes conquises, par exemple dans le tableau de Meignet, exposé en 1810, figurant Napoléon entrant dans Berlin. Cette représentation souveraine trouve son apothéose dans la mise en scène des entrevues entre monarques, que ce soit la rencontre avec l'empereur d'Autriche en 1805, peinte par Gros, ou l'entrevue sur le Niémen avec le tsar Alexandre Ier. Dans l'un et l'autre cas, la magnanimité de Napoléon est mise en valeur. Les sculpteurs ne sont pas en reste. Les représentations de Napoléon en empereur romain sont innombrables. Le recours au modèle antique est en effet un passage obligé. Tout ce qu'on voudrait faire en marbre dans un autre style et dans un autre costume serait toujours ridicule. Écrit ainsi Cacault, ambassadeur de France à Rome, à Talleyrand en mars 1803. Chaudet s'est imposé comme l'un des principaux sculpteurs de Napoléon, en proposant dès 1803 un consul Napoléon Bonaparte inspiré des modèles romains, le haut du torse partiellement dénudé. On lui doit aussi un Napoléon en législateur achevé en 1805, toujours sur un modèle romain, la tête ceinte de laurier, le corps enveloppé d'une toge.
L'œuvre est exposée au corps législatif. Il réalise aussi un Napoléon en Hermès, le glaive posé en terre qui devient l'une des statues les plus reproduites du temps. Canova, de son côté, l'un des plus célèbres sculpteurs italiens, est invité à composer une statue destinée à coiffer la colonne de la place Vendôme. Son monumental Napoléon en Mars désarmé et pacificateur déplut à l'empereur qui refusa d'être ainsi exhibé nu sur la place publique. Reléguée au Louvre, la statue fut emportée comme prise de guerre par Wellington qui la fit voir dans son hôtel londonien. Au sommet de la colonne prit place une statue de Chaudet, en empereur romain, déboulonnée en 1814 et fondue 4 ans plus tard. La création du franc germinal, en mars 1803 conduit à la frappe de nouvelles pièces. Désormais consul à vie, Bonaparte s'est arrogé le droit de battre monnaie et de se mettre en scène sur les pièces. Le type des pièces est réglé comme il suit. Sur une des surfaces des pièces d'or, d'argent et de cuivre, la tête du premier consul, avec la légende « Bonaparte premier consul ». L'autre face comprend la valeur de la pièce et l'indication « République française ». Le graveur Pierre-Joseph Thiollier, sans doute influencé par le premier administrateur des monnaies Antoine Mongé, par ailleurs historien de l'Antiquité, crée un modèle de pièce présentant le buste de Bonaparte tête nue, s'inspirant du denier d'Auguste. Le premier empereur romain figure donc, de manière subliminale, sur les premières pièces frappées 1 an avant le passage à l'Empire. Ainsi, chaque jour, les Français qui manient de la monnaie ont sous les yeux le portrait de Bonaparte en empereur romain. Il est juste de rappeler toutefois que circulent encore dans le pays d'anciennes monnaies qui servent donc aussi aux échanges entre particuliers. Avec le passage à l'Empire, le modèle de buste reste inchangé, mais l'inscription Empereur des Français se substitue à Premier Consul. Est en revanche conservée à l'averse des pièces, l'indication République française, de même que l'on continue à dater les pièces en fonction du calendrier républicain, avant que soit rétabli le calendrier grégorien au début de 1806. La monnaie offre ainsi un bel exemple de la mutation progressive qui s'opère dans la mise en scène du pouvoir impérial. L'étape suivante est provoquée par les victoires remportées contre la Prusse et la Russie en 1806 à 1807, suivie de la conclusion de la paix de Tilsit en juillet 1807. Napoléon rentre en France 1 mois plus tard auréolé de gloire. Il tient à le manifester dans la monnaie. Une nouvelle série de pièces est frappée qui met en scène un buste de Napoléon ceint d'une couronne de laurier. Enfin, à la suite de l'entrevue d'Erfurt avec le tsar en octobre 1808, Napoléon a le sentiment que son pouvoir est suffisamment établi pour décider de faire remplacer à compter du 1er janvier 1809, le terme République française par Empire français. La mue est achevée. Le visage de Napoléon, héritier des empereurs romains, s'impose désormais à tous. L'occupation de l'espace. Napoléon a compris l'importance de pérenniser son action et son image dans la pierre. Le modèle de la Rome antique est omniprésent, même s'il s'est aussi inspiré de l'Égypte pharaonique. La victoire remportée à Austerlitz est de ce point décisive. Elle se traduit par la décision d'ériger une colonne au centre de la place Vendôme et 2 arcs de triomphe. La colonne est commencée en 1808, sur le modèle de la colonne Trajane. Elle est recouverte de plus de 400 feuilles de plomb, provenant des canons ennemis fondus. Une frise courant de haut en bas raconte la campagne de 1805 contre les Autrichiens et les Russes. Au sommet, devait être placée une statue de Charlemagne. Finalement, ce sera la statue de Napoléon en empereur romain, due au sculpteur Chaudet. Les 2 arcs sont aussi conçus sur le modèle romain, à commencer par l'arc du Carrousel, qui sort le premier de terre pour raconter... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.